Après, ça marche pas à tous les coups. Hein. Faut que je fasse un sourire caméra. Et bienvenue et bonjour, on est en live aujourd'hui pour ce plateau avec In Situ. Aujourd'hui, on va parler de la résilience dans le sport. Bien sûr, j'ai un texte à lire. Hein. Ah oui, c'est un plateau un peu spécial, une émission un peu spéciale aujourd'hui en particulier, avec des invités aujourd'hui en plateau avec moi. On va explorer les connexions entre le sport de haut niveau et la jungle des carrières IT, le monde des freelances, voir quelles sont les valeurs en commun entre ces différents pratiquants. Ce que je vous propose, c'est de m'indiquer dans le chat voilà, quel est le sport que vous pratiquez pour changer. Parce que d'habitude, on est sur les villes où vous vivez. Aujourd'hui, quel est le sport que vous pratiquez, d'accord qu'on puisse démarrer sur ce sujet. Et puis, on envoie le jingle. C'est parti. Position littéralement chacun, quoi. Ouais, c'est fou. Voilà. Écoutez, est-ce qu'on est en direct? Tout à fait, je suis en train de regarder mon mauvais chrono. On est prêt. Moi, j'ai l'impression que le chat est buggé. Honnêtement, j'ai l'impression que la section commentaires aujourd'hui est complètement buggée. Dites-moi si vous y voyez bien. Là, je vois un utilisateur qui dit salut les gens. Mais je sais pas qui c'est, je le vois pas dans le chat. Je pense qu'on est sur ce live aujourd'hui où les commentaires ne vont pas fonctionner. Vous allez mettre des commentaires, vous verrez que les vôtres. D'accord. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que moi, je les vois et on peut y répondre, on peut vous répondre. Même si vous voyez pas les autres gens qui vous répondent, postez des commentaires quand même. Est-ce que c'est cool? C'est cool. C'était toi le salut les gens? C'est Cassandra en plus, salut les gens. Alors effectivement, aujourd'hui, on est au bureau. Du coup, Cassandra pour la modération est juste derrière nous. Et en plateau, aujourd'hui, on a avec moi, alors à ma droite tout de suite, c'est Alexandra. On va faire dans ce sens-là. Alors du coup, Alexandra, tu es d'habitude, tu fais la modération. La question que j'ai pour ouvrir le plateau aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut être résiliente pour devenir directrice commerciale chez In Situ? Ce qui te présente. Alors, je dirais même que c'est primordial puisque la résilience, c'est peut-être la première qualité nécessaire pour être commercial tout court. Et c'est une qualité qu'on vérifie systématiquement à chaque entretien de recrutement. Donc, c'est primordial. Au-delà d'être résiliente, tu recrutes des gens résilients? Au-delà d'être résiliente, je recrute des gens résilients et l'équipe est résiliente. L'équipe In Situ est très résiliente. À ta droite, on a du coup Juliette Bodino. Donc, tu es vice-championne d'Europe épée junior 2023 en équipe. Hein. C'est ça. Et du coup, pour rejoindre l'équipe de France, c'est une équipe de France qui a gagné? Par équipe? Ouais. Du coup, non. Nous, on a été vice-championne et les championnes d'Europe, ce sont des Polonaises. Et pour rejoindre cette équipe-là, il faut être dans les 4 mieux classés en France, c'est ça? C'est ça. Vu que les équipes en escrime, on est 4. Donc, du coup, il faut être les 4 meilleurs pour sélectionner en équipe de France. Sur le classement international et national? C'est ça. En fait, il y a 2 classements différents. Donc, international, où là, on marque des points, du coup, en compétition internationale. Et après, il y a le classement national, où là, on marque des points que en compétition nationale. Donc, en l'occurrence, pour sélectionner en équipe de France, c'est sur le classement international. Donc, les points qu'on a marqués dans les différentes compétitions internationales. Ok, cool. On aura le temps de revenir en détail avec tout ça. Et aujourd'hui, pour réagir, on a avec nous Virginie. Donc, Virginie, toi, tu es la freelance du jour qui est là pour témoigner de l'expérience de freelance. Exactement. J'ai rejoint In Situ il y a 2 ans maintenant. Et pour moi, c'est à la fois et la liberté d'être en portage et avec une super équipe en plus. Donc c'est top. Tu es contente d'être là aujourd'hui? Et évidemment, c'est une grosse expérience pour moi puisque d'habitude, je suis à la radio, donc on ne me voit pas. Et donc aujourd'hui, passer sur un webinaire, c'est tout à fait différent. Une belle expérience, j'espère. Je vous confirme que les commentaires sont complètement buggés. C'est pas grave, on va y aller. Alors du coup, aujourd'hui, pour le contexte, l'idée de faire un plateau avec des freelances et des sportifs de haut niveau, elle datait de bien largement avant les JO. On en parlait déjà il y a 1 an et effectivement, on était axé sur les valeurs de la résilience. Et c'est pas du tout parce qu'il y a les JO qu'on s'est motivé, c'est plutôt parce qu'on a trouvé les bonnes intervenantes. Oui, parce qu'à la base, on discutait ça, parce que oui, il y a quand même beaucoup de marathoniens chez les freelances. Est-ce que tu penses que c'est vrai de penser qu'il y a beaucoup de marathoniens chez les freelances? Alors oui, il y a beaucoup de marathoniens ou de personnes en tout cas qui font de la course à pied chez les freelances, dans le milieu des cadres en général et dans les milieux de l'IT en particulier. Donc je pense que le thème va parler à beaucoup, oui. Moi, je me demandais, parce que c'est quand même, les triathlètes en l'occurrence, ils s'entraînent quand même 10-15 heures par jour. Oui, il y a 3 sujets sur lesquels il faut s'entraîner, oui. Ça fait 3 fois plus. Du coup, ils ont le temps de travailler encore? En tout cas, ils s'organisent pour, a priori. Alors, je ne suis pas triathlète personnellement, mais j'imagine qu'il faut beaucoup d'organisation, oui.
In situ met en relation les freelances, hein, si vous ne connaissez pas, ils mettent en relation les freelances avec leurs clients grands comptes. Ils sont présents un peu partout en France et ils proposent également du portage salarial si vous n'avez pas encore de structure ou si vous ne voulez pas de structure d'ailleurs. On a fait un plateau sur ce sujet-là, vous pouvez aller le retrouver sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne LinkedIn de In situ. Lille, Lyon, Nantes, Valence, Bruxelles et bientôt vraiment partout en France, hein, grâce au télétravail, c'est ça? Tout à fait. Le télétravail est incroyable. Les équipes sont bien là dans le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions au sujet d'In situ, les collaborateurs vous répondront. Et alors pour les Lillois, l'équipe d'In situ a insisté particulièrement pour que je vous en parle. Il y a un meet-up mardi prochain au wagon sur le meet-up AWS et In situ est très 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 fier d'être partenaire de ce meet-up-là. On vous mettra le lien en commentaire pour que vous puissiez vous y inscrire et régulièrement on vous remettra les infos. Sinon, vous pouvez aller sur le site de Meetup. Et j'ai mis un message dans le bandeau qui est très drôle pour que vous le voyez. Voilà, très bien. Pour commencer à rentrer dans le sujet, Juliette, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la carrière d'un escrimeur en fait? En fait, en carrière, on va dire que généralement, on commence assez jeune, mais c'est pas les sports dans lesquels on commence le plus jeune. On va essayer de petit à petit faire des petites compétitions régionales, etc., monter en niveau. On peut facilement monter en niveau national. C'est juste que ce sera plus difficile. Ensuite, je pense pour beaucoup, le but, et ce qui a été mon cas, ça va être d'intégrer une structure régionale qui à l'époque s'appelait les CREFED. Aujourd'hui, c'est des centres de formation, les centres de formation régionaux. À l'issue après ça, là, c'est plus quand on est jeune. L'objectif après, c'est rentrer en Pôle France, là où je suis actuellement, pour après potentiellement pouvoir intégrer l'INSEP à Paris et faire les Jeux Olympiques. Ça, c'est un peu, je pense, l'objectif de tout sportif et surtout tout escrimeur. Là, spontanément, c'est quoi l'INSEP en fait? L'INSEP, c'est en fait l'institut c'est l'institut national où il y a tous les sportifs de haut niveau dans tous les sports. Ouais. Donc il y a très bien de l'escrime, de l'athlétisme, natation, hip-hop. Il y a vraiment tous les sports. La plupart des sportifs qui partent aux Jeux Olympiques de Paris s'entraînent à l'INSEP. C'est vraiment un espèce d'immense village pour les sportifs de haut niveau. Je me rendais pas compte qu'il y aurait tous les sports dedans et c'est vrai que ça a l'air. Ouais, vraiment, il y a énormément. C'est vraiment une structure vraiment gigantesque. Ça a l'air d'être très zo. On avait mentionné à la prépa, les escrimeurs professionnels ont souvent un job en plus parce qu'on peut pas gagner sa vie en faisant de l'escrime, quoi. Parce que l'escrime, c'est un sport amateur. Du coup, même si on en fait à très haut niveau, on gagnera pas sa vie comme un footballeur, un tennisman ou quoi que ce soit. C'est pas un sport assez médiatisé aujourd'hui pour pouvoir en vivre. C'est pour ça que là, la plupart des sportifs, soit Romain Canon, médaillé olympique aux derniers Jeux Olympiques, lui, il a un travail aussi à côté, donc très aménagé évidemment, puisqu'il a beaucoup d'entraînement vu qu'il est à l'INSEP, du coup lui aussi. Mais forcément, il faut un travail à côté pour pouvoir avoir un revenu de salaire complémentaire en fait. Et pour le vocabulaire, j'avais noté, on dit un match, on dit pas un combat? Ouais, on dit après les deux se disent, mais généralement dans le milieu, on va plutôt dire un match. Un match et une touche, c'est ça? Ouais, une touche. Là, où on un tir. Non, quand on dit on va faire un match, on dit on tire, mais quand on marque un point, c'est une touche. Ah, ok. De manière générale, on va essayer de suivre le vocabulaire. Dans les questions, typiquement, Nicolas nous demande si toi, tu as des sponsors déjà au quotidien qui te soutiennent dans ta démarche. Alors, sponsor, non, parce que c'est difficile d'en trouver dans le monde de l'escrime, vu que les logos peuvent pas être très apparents. C'est pas comme un maillot de foot ou quoi, où on peut avoir un gros logo en plein milieu. C'est plus délicat. Moi, j'ai pu avoir des aides financières de ma ville, de ma région, qui sont d'ailleurs très investies dans mon parcours sportif. Mais avoir des sponsors, pour l'instant, j'en ai pas. C'est plus à très haut niveau où là, c'est vraiment les marques d'escrime qui vont sponsoriser des athlètes, mais j'en suis pas encore à ce stade. Virginie, Alexandra, vous avez des questions, des réactions? Non, mais moi, ce que je souligne, c'est que, comme disait Juliette, l'escrime étant un sport amateur, du coup, la résilience, elle vient aussi du fait qu'il faut assurer soit des études, ce qui est ton cas, oui, soit un boulot à côté, plus les entraînements et la préparation aux compétitions. Moi, je suis juste très admirative par le parcours, parce que je suis pas une sportive du tout. Et que, voilà, en effet, je prends conscience que la résilience dans son domaine, c'est encore plus flagrant que pour moi, en fait. C'est parce qu'en fait, Alexandra, elle était là à la préparation de l'interview.
Et moi aussi, hein, quand on a préparé l'interview, en plus, c'était au téléphone, on se voyait pas. Donc vraiment, j'étais aussi très bouche bée comme ça. J'étais en mode, qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme question maintenant? Et donc, c'est vrai que je suis content que tu aies cette réaction-là. J'ai partagé ce sentiment-là. On rebondit, mais c'est parce qu'on l'a eu déjà avant, cette sensation. Ok, Juliette, du coup, qu'on comprenne bien, c'est quoi les objectifs que tu as pour aujourd'hui, toi, à court et à moyen, long terme? Court terme, on va dire, là, comme je suis en première année senior, donc je suis un peu la plus jeune de ma catégorie, ça va être de me sélectionner. Donc là, en équipe de France, donc intermédiaire, donc entre junior et le senior, ils ont ouvert une nouvelle catégorie qui s'appelle le U23, donc dans lequel je suis. Et mon but, ça va être de me sélectionner en équipe U23 pour partir au championnat d'Europe U23. Donc ça, c'est plutôt court terme. Après, il y a les championnats de France, et évidemment, mon but, c'est performer. Et on va dire peut-être moyen terme, parce que ça arrive, ce serait rentrer à l'INSEP. Actuellement, je suis partenaire d'entraînement. Donc j'y vais 1 à 2 fois par semaine, une semaine sur 2, ça dépend en fait de mes entraînements que j'ai aussi au pôle, où je vais à Paris pour m'entraîner. Et le but, c'est que j'ai fait ma demande pour pouvoir rentrer en tant que membre de l'INSEP pour l'année prochaine. Donc ça, c'est plus moyen terme. Après, je pense long terme, comme beaucoup d'athlètes, les Jeux Olympiques, évidemment, ou l'équipe de France senior d'escrime, c'est un peu l'objectif ultime, on va dire. Parce que les Jeux Olympiques, on les fait entre 25 et 30 ans dans c'est l'escrime. une moyenne qu'on donne, mais c'est juste que l'escrime, c'est un sport de maturité. Donc, et comme il y a aussi vraiment toutes les générations sont vraiment très très fortes. Donc pour se sélectionner, c'est plus compliqué. Donc généralement, il faut laisser les plus vieux, on va dire, on leur laisse la place pour après laisser la place aux plus jeunes. Donc faire sa place dans le monde de l'escrime, c'est aussi un peu difficile. Ouais. Et du coup, les U23, c'est les moins de 23 ans. C'est ça, exactement. Ça a du sens, les moins de 23, c'est ceux qui feront peut-être les JO sur la Ouais, fois d'après. c'est un peu ça du coup. C'est pour justement, ils ont ouvert, elle est assez récente cette catégorie, parce que justement la transition entre junior et senior est assez dure, vu que en senior, toutes les filles par exemple qui partent aux Jeux Olympiques, qui sont déjà à l'INSEP, elles sont en senior. Ouais. Donc ça veut dire qu'en compétition, moi je tire avec ces filles-là. Et je n'ai pas encore le niveau parce qu'elles ont beaucoup plus d'expérience, elles en font depuis plus longtemps, elles s'entraînent, elles ont déjà l'expérience et la maturité des compétitions que je n'ai pas. Donc ils ont ouvert justement cette catégorie pour pouvoir nous laisser un peu la place de s'exprimer aussi en compétition. Et à l'international, elle existe aussi? Oui, du coup, mais ouais, pas dans l'univers mondial. C'est pour ça qu'il n'y a que les championnats d'Europe U23 et pas les championnats du monde. Contrairement au junior où il y a les championnats d'Europe, championnats du monde. Du coup, parce que du coup, si tu vas sur une compétition mondiale, ou internationale, du coup, tu vas te retrouver avec des escrimeuses plus expérimentées, quoi. C'est ça. Ah, ok, cool. Moi, j'ai une question, je peux la... Ouais, vas-y. Est-ce que du coup, tu seras éligible aux Jeux Olympiques 2028 ou tu serais encore finalement trop jeune? Alors, je pourrais. Oui. Après, ça va dépendre aussi de mes performances, de plein de choses. Mais dans l'idéal, j'aimerais beaucoup et je pourrais. Mais bon, ça, c'est pas moi qui décide, on va dire. Ok. Il y a Cassandra qui remarque qu'il y a trop de gourdes. Vous avez plein de gourdes. Il y a plus de gourdes que d'humains sur votre table. On a très soif. Donc, les objectifs, c'est assez important. Alors, du coup, Virginie et Alexandra, vous êtes un peu plus en amont, enfin en aval de votre carrière, quoi. C'était quoi vos objectifs à 20 ans? Ou ça a pu être quoi des objectifs qui étaient importants dans vos carrières pro qui seraient comparables à ceux de Juliette aujourd'hui? Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'informatique, ça fait depuis l'âge de mes 14 ans que je veux en faire mon métier, parce que j'ai la chance d'avoir ma maman qui est dans le domaine depuis quelques années aussi. Mon objectif, c'est en effet fixé à peu près à l'âge de 20 ans de devenir chef de projet IT, chef de projet technique pour être précise. Mmh. Et en fait, c'est mon parcours scolaire qui a fait en sorte d'affiner mes choix de carrière. Et à l'instant où je vous parle, pour moi, l'objectif est atteint. Donc, en fait, tout ce qui se passe maintenant, c'est que du bonus. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, en fait, moi, à partir du moment où l'objectif est atteint, après, je profite pleinement du reste de ma carrière. Je savoure la possibilité de changer de mission et d'expérimenter d'autres choses. Et peut-être aussi de rediriger ma carrière vers peut-être plus de la méthodologie, du management d'équipe que de la technique, en fait. Alexandra, toi, tu voulais être girl boss? Alors, quand j'avais 20 ans, j'étais encore étudiante, donc j'ai pas forcément... Moi, j'ai jamais eu de planning de carrière tout près, en fait. Je me suis pas mal laissée porter par les opportunités. Mais en tout cas, quand j'étais petite, je voulais être businesswoman, en fait. Voilà, il y a les rêves de petite fille, c'est souvent pas ça. C'est des choses peut-être un peu plus symboliques, vétérinaire, avocate. Et ben moi, je voulais déjà être businesswoman. Donc du coup, j'ai un peu suivi ce chemin-là.
Pardon? Avec l'image new-yorkaise de la businesswoman. Voilà, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Non, mais à 20 ans, j'avais pas forcément de plan de carrière établi. Je savais que je ferais du commerce, je savais que je ferais de la vente, Ouais. mais j'avais pas tracé de trajectoire en fait. Oui, non, mais je comprends. Mm. C'est après, des fois, ouais, c'est ça. Ça peut être aussi, tu vois, un obstacle à surmonter, tu vois, dans ta carrière aussi. Tu vois, il y a des choses, tu te dis, bah ça, peut-être que ça va être inaccessible pour moi. Est-ce que ça, je vais y arriver ou pas, quoi. Bah, des obstacles, oui, j'en ai rencontré dans ma carrière. Dans la vente, de toute façon, on en rencontre, enfin, comme dans d'autres métiers, très souvent. Ouais. Des crises économiques, par exemple, comme on vit, comme on a vécu beaucoup l'année dernière et qu'on continue de vivre cette année. Là, ça demande beaucoup de résilience quand on est dans la vente. Juliette, toi, tu penses que plus tard, tu auras le droit à ce moment où tu dis à partir de maintenant, c'est que du bonus? Je pense, oui. Enfin, je pense un peu pour beaucoup de personnes, mais en tout cas dans le sport, pour beaucoup, une fois que les gros objectifs sont atteints, après c'est que du bonus. Et c'est justement cette philosophie-là qui est importante parce qu'il n'y a plus cette pression qu'on se met pour atteindre l'objectif parce qu'on va se dire celui qu'on s'était fixé, il est atteint. Donc maintenant, c'est que du plaisir, c'est que du bonus et on fait ça vraiment par plaisir sans se mettre forcément la pression qu'on se met constamment pour atteindre les objectifs qui, là, en l'occurrence, sont pas encore atteints. Cette notion de pression. Je rebondis du coup. Est-ce que comment tu approches la compétition, tu vois? Est-ce que la compétition, c'est comme l'entraînement? Parce que quand c'est un match en compétition, c'est plus avec un partenaire, quoi. Ouais, bah, complètement. Bah, pour moi, la compétition, l'entraînement, je le dissocie complètement. Sauf certains entraînements où je me mets des objectifs un peu compètes pour justement me mettre dedans et travailler aussi l'esprit de compétition. Mais l'entraînement, ça va plus être pour moi la partie où je vais tester des choses, expérimenter, tenter de faire de nouvelles actions, sortir de ma zone de confort. Alors que la compétition, c'est vraiment, je vais rester dans le panel de ce que je sais faire pour pouvoir justement l'effectuer le mieux possible. Alors que l'entraînement, si je rate, c'est pas grave. La compétition, j'ai moins ce sentiment-là. J'ai moins le droit à l'échec, j'ai moins le droit à rater ou ce genre de choses. Comme c'est le jour J, je m'y suis préparée, je peux pas me permettre de tester des choses que je sais pas faire. Alors, j'ai changé complètement d'idée sur ma question, mais Virginie, tu sais, on dit souvent les managers, ils tentent jamais des nouvelles choses. Tu vois, 80% des managers, ils sont mauvais, mais en fait, c'est pas le truc parce qu'ils savent pas faire mieux. Tu vois. La vie pro, on n'a jamais d'entraînement. On n'a pas d'entraînement, on est dans l'IT, en effet. Mais par contre, le show de ce métier aussi, c'est parce que c'est une perpétuelle remise en question. On reste jamais sur ses acquis, que ce soit sur la technique, que ce soit sur le management. J'en apprends sur moi comme j'en apprends de mes collaborateurs tous les jours. Ouais. Et donc, en fait, moi, je suis pas du tout formatée de la même manière, quoi. J'ai pas d'entraînement. Moi, c'est direct dans le vif. On se casse la figure, on se relève et puis on y retourne, quoi. Et c'est ça aussi la résilience dans l'IT, quoi. Alors, du coup, Alexandra, j'imagine, c'est pareil. Enfin, dans la vente, il y a le même ce sujet-là, c'est qu'en vrai, tu vois, parce que quand tu es manager ou quand tu es dans l'IT, tu fais une bêtise, ou tu as un échec, une erreur, bon, bah, faut l'assumer après. La vente, limite, il faut manger des échecs tous les jours pour arriver à avoir un truc qui marche. Oui. En fait, j'ai une phrase fétiche que je dis souvent à mes équipes, et ils m'ont beaucoup entendu la dire ces derniers temps, c'est qu'on reconnaît un bon commercial pendant les crises et en période de décroissance. Et ça, c'est vrai parce que signer quand tout va bien, c'est facile. Mais signer quand tout va pas bien, c'est une surperformance. Donc, c'est souvent ce que je répète aux équipes et que finalement, chaque fois qu'on perd un dossier, chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'est-ce que j'en tire comme enseignement. Et surtout, je passe tout de suite au dossier suivant et je me mets en ordre de marche pour le gagner. Ça, c'est super important et c'est à ça qu'on reconnaît vraiment les bons commerciaux qui font la différence. Et j'ai envie de rajouter, la partie commerciale, c'est une chose, mais il faut aussi s'imaginer que c'est des collaborateurs qui sont en face, qui doivent à un moment donné payer des factures, remplir leur frigo. On va être très honnête. Donc, c'est important aussi, en effet, que ce ne soit pas juste la partie commerciale. Il y a aussi la partie humaine qui rentre en jeu. Et moi, je l'ai vécu l'année dernière. Je me permets juste de partager mon expérience. Je me suis retrouvée 2 mois sans activité, à me lever tous les matins, attendre que le téléphone sonne pour me dire on signe quelque chose. Et c'est pas forcément côté in-situ, c'est aussi côté client. Et j'ai eu cette chance d'être bien encadrée par l'ensemble des apporteurs d'affaires côté in-situ qui m'ont motivée, qui m'ont aidé à garder le cap. Et aujourd'hui, c'est vrai que mon credo, c'est surtout, quelles que soient les situations, de ne pas se retrouver tout seul, quoi. Bien s'entourer, en fait. C'est très important ce que dit Virginie. Et dans notre métier, c'est vrai qu'on gère aussi
Finalement, lorsque un freelance n'est pas pris sur une mission, aussi l'échec ressenti. Je parle d'échec ressenti du freelance et son accompagnement justement dans sa capacité à être résilient et à savoir pourquoi il n'a pas été pris. Et c'est parfois, souvent, pas de sa faute. Et du coup, justement, à rebondir tout de suite derrière. C'est très important. Oui. Quand on fait du vélo, il y a une punchline. Tout le monde a des jambes et la différence après, c'est d'avoir du mental. Là, dans le sport en général, d'ailleurs, ouais. Je trouve que c'est plus rigolo avec l'idée des jambes. Mais au rugby, on l'a appris à l'inverse. C'est genre, tout le monde a 2 jambes, tu peux plaquer n'importe qui. Je me quand même. Il y en a qui sont plus grands, quoi. C'est pas le même. Je vais me reconcentrer. Mais effectivement, quand on est commercial, et il y a la pression de attends, j'ai pas gagné le projet, il y a peut-être le plateau d'à côté et on va devoir faire un plan de licenciement, tu vois. Donc il y a cette pression-là dans les équipes, dans les entreprises, sur les commerciaux, et ça demande effectivement beaucoup de capacité psy, en tout cas, pour le gérer. Juliette, comment toi, on te l'a expliqué, tu vois, quand tu avais moins de 20 ans, on t'a expliqué que sur la compétition, tu allais devoir faire preuve de cette capacité-là, ou alors tu l'avais, c'était inné, et on t'a fait apprécier que tu l'avais? On va dire que je l'ai toujours un peu eu, cet esprit-là. Après, je l'ai forcément développé avec le temps. On m'a aussi forcément appris dans un peu la stratégie de me dire, là, en l'occurrence, pour sélectionner ou quoi, il y avait un quota de points, fallait passer les unes devant les autres. Si je suis en dessous d'elle, je suis pas prise. Donc, il y a vraiment aussi ce côté de il faut que je marque plus de points qu'un tel pour pouvoir gagner une place, ce genre de choses. Donc, ça, forcément, on le développe dans le temps, dans le sport en général. Et quand tu joues en équipe, tu as l'impression que c'est plus dur que quand tu joues seul? Alors, pas plus dur. Par exemple, moi, j'ai pas du tout d'esprit d'équipe, on va dire. Les sport co, je suis pas du tout sport co. C'est pour ça que j'ai pas fait un sport collectif. Mais bizarrement, dans l'escrime, je préfère largement le par équipe que l'individuel. Parce que même si on est par équipe, sur la piste, on est quand même tout seul face à son adversaire. Ouais. Et c'est justement ce côté, on est une équipe, mais chacun pour soi, que je trouve hyper intéressante, parce que je sais que mon match, ce sera mon relais, mais en même temps, on les additionne avec celles des autres, et du coup, ça crée vraiment une cohésion hyper sympa, quoi, mais différente du coup des sports collectifs où là, c'est on gagne ensemble, on perd ensemble, toute une équipe en même temps. Là, c'est chacun son rôle, mais chacune a un rôle hyper important à apporter au sein de l'équipe. Comment ça se passe? C'est le nombre de points que vous comptez, ou c'est un, en fait, ça va être c'est des relais de 5 touches. Donc le but en équipe, c'est 9 relais, donc on va jusqu'à 45. Et chacune des filles va affronter les filles d'en face. Et donc ça va être de 5 en 5. Donc on peut d'un coup se faire mener. On peut des fois ne pas aller en 5, donc on peut avoir du retard. Et le but, c'est remonter pour la première qui est à 45, elle a gagné, ou celle qui est devant au score à la fin du temps, elle a gagné. Ok, j'ai compris. Donc effectivement, c'est vraiment une notion de relais. Mais du coup, c'est... Parce que quand tu matches toute seule, au pire, c'était pas le jour, quoi. Ouais. C'est ça, en fait, il y a des fois, et pas plus tard qu'il n'y a pas si longtemps, le week-end dernier, c'était juste pas mon jour, une compétition que j'ai ratée, je suis complètement passée à côté. Ça arrive, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. J'ai appris plein de choses de la compète, je rebondis, donc là, la résilience, on est en plein dedans. Je rebondis, j'essaie de voir quelles étaient mes erreurs, mais là, du coup, je peux m'en prendre quand même, vu que c'était une compétition individuelle, c'était moi et moi seule. Donc là, c'est à moi de me remettre en question toute seule et voir ce qui a pêché ce jour-là, quoi. J'ai pas le commentaire de Vincent, je veux bien que vous me le mettiez à l'écran pour que je le vois effectivement aussi. J'allais rebondir du coup, et donc si j'ai bien compris, c'est que du coup quand tu joues en équipe, t'as la motivation au moins de te dire, même si c'est pas le jour, là faut que je donne le meilleur. Pour les autres. Pour les autres, j'ai compris. Ça vous paraît cohérent aussi? Alors, c'est marrant parce que je fais un parallèle avec l'équipe commerciale d'Insitu. Peut-être qu'ils se retrouveront dans ton témoignage, mais c'est vrai que les commerciaux ont tous leur process de vente individuel. Et par contre, ils jouent pour le collectif qui est la structure Insitu. Et du coup, c'est vrai que ils se réjouissent du fait que et leur petit copain à côté qui est signé une affaire. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est chacun à sa vente, mais par contre, tu joues pour un collectif pour que la société atteigne ses objectifs. C'est un peu le même fonctionnement pour nous, et ça se ressemble pas mal. Comment vous organisez pour pas qu'il y ait l'idée de attends, il m'a pris un lead, parce que au final, il y a aussi ça dans les équipes commerciales, il y a quand même des prospects ou des comptes qui ont l'air plus attractifs, et dès le début, ça se voit, quoi. Alors, nous, chez Insitu, chacun a ses prospects et ses clients nommés, donc il n'y a pas de je t'ai piqué, voilà. Après, oui, il y a des comptes qui peuvent être, à un moment donné, plus attractifs que d'autres, ça c'est vrai, mais dans ces cas-là, on se met autour de la table, on en discute, et finalement, on n'a pas tellement le sujet à gérer. Ouais, du coup, c'est définir les règles du jeu ensemble. Oui, c'est ça. Ouais, ça marche plutôt bien. Après, on communique beaucoup entre nous, donc ça fonctionne. Ah, je comprends.
Il y a un commentaire quelque part, c'est un commentaire fantôme. C'est vraiment le chat LinkedIn aujourd'hui est très drôle. Il y a un commentaire fantôme, on n'arrive pas à vous l'afficher, je ne sais pas ce qu'il dit. Mais c'est chouette. On va rebondir sur le sujet. Comment t'as un peu mentionné, Virginie, le fait que ta maman était dans l'informatique, que t'as toujours voulu en faire. Comment t'es arrivée à l'escrime, Juliette? Alors, complètement par hasard, je rentrais de l'école avec ma mère, on passe devant un gymnase avec des petits bonhommes en blanc qui se battaient avec des épées. Je connaissais pas du tout, j'étais assez jeune. Je lui demande tout simplement qu'est-ce que c'est. Elle m'a dit ok, la semaine prochaine je t'emmène faire le cours d'essai. J'ai commencé, j'ai jamais arrêté. Donc c'était vraiment purement par hasard, par curiosité en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a des moments qui ont été importants pour toi il y a bien un moment où tu t'es dit c'est pas juste je vais en faire un projet, quoi. En fait, déjà dès ma première année, on m'a tout de suite, c'était un petit club là où j'ai commencé, donc on m'a tout de suite passé dans le groupe avec des gens plus vieux que moi, parce que les gens de mon âge, je m'ennuyais en fait tout simplement. Après, Ouais. j'ai toujours été une fille très grande, donc en taille déjà il y avait une différence avec les autres. Et en fait, je montais assez vite dans les niveaux. Je m'entraînais déjà avec des plus grands que moi, alors que moi j'étais toute jeune. J'ai commencé à faire des petites compétitions régionales. J'ai toujours été sur les podiums en régional. Je commence à monter. Puis au bout d'un moment, il y a des clubs qui m'appellent, il y a des structures qui m'appellent, et je me dis ah ouais, peut-être que j'ai un potentiel que moi j'avais pas encore vu, mais que les autres visiblement ont vu. Donc c'est là que j'ai commencé à m'investir beaucoup plus là-dedans. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les streamers loisirs et les streamers compétition? Je pense la mentalité. Ouais. La mentalité et aussi dans les sacrifices, je pense. Parce que j'en ai fait beaucoup depuis très jeune. Et il y en a qui ont envie de faire ces sacrifices-là pour rentrer dans le haut niveau. Il y en a qui en ont juste pas envie parce que c'est pas leur délire, c'est pas leur envie. Donc voilà, c'est savoir si on a envie de faire du haut niveau et de prendre les sacrifices qu'il y a avec. Soit on n'a pas envie, on a vraiment envie que ce soit que du plaisir, pas de pression, etc. Donc moi, ce choix, il a été assez vite fait, quoi. Voilà, la question de Yacine, on a réussi à la trouver. C'est qui le N? Trop marrant. C'est Nicolas. La question de Yacine, c'est quelles sont les motivations qui vous aident à atteindre ces objectifs et garder ce niveau d'exigence quotidien? Tu parles des sacrifices. Vraiment, c'est quoi qui te motive à aller faire ces sacrifices-là? Je pense l'envie de réussir, l'envie de me rendre fière moi et rendre fière aussi toutes les personnes qui m'ont soutenue. Là, en l'occurrence, je parle de ma famille, mais aussi je pense à un coach qui m'a toujours soutenue dans mon parcours, l'envie de les rendre fiers, de me rendre fière moi et de finir aussi ce que j'ai commencé. Moi, j'aime bien, je commence quelque chose, je veux le finir. Donc là, en l'occurrence, c'est plus les motivations de voilà, j'ai commencé quelque chose, j'ai mis du temps, de l'argent, de l'investissement, des sacrifices. Je vais pas m'arrêter maintenant et je vais aller jusqu'au bout de mes idées, quoi. Mais Virginie, en plus, toi, tu as dû te battre pour avoir de la reconnaissance après avoir atteint tes objectifs ou pas? Alors oui, et je continue. Parce que des fois, tu mets en prod et puis personne n'a remarqué, C'est quoi. une bataille de tous les jours sur le fait de devoir faire des sacrifices. Moi, je sais que j'ai fait des sacrifices personnels pour faire mes études, pour atteindre l'objectif de carrière que je m'étais fixé. C'est pour ça que je dis que maintenant, c'est que du bonus, parce que j'essaie de justement rééquilibrer vie privée et vie professionnelle. Et je continue en effet aujourd'hui à faire des sacrifices en me disant, voilà, il faut faire avancer les projets sur lesquels je suis et dans des conditions pas toujours simples, avec des mises en prod qui marchent pas forcément du premier coup, en effet. Et puis, c'est rebondir sur ces échecs, comprendre, comme disait Alexandra tout à l'heure, et puis essayer de reposer les choses et puis repartir, quoi. Et c'est mon quotidien, en fait, surtout sur des projets d'envergure comme je peux avoir à traiter aujourd'hui, quoi. C'est quoi les sacrifices, Juliette, que tu dois faire? C'est de la discipline que tu dois t'imposer? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de catégories dans les sacrifices que j'ai fait, que ce soit vie perso, vie familiale. Donc j'ai quitté mon foyer très jeune pour faire du sport-études. Que ce soit amicalement aussi, j'ai jamais eu, comme beaucoup, des meilleurs amis depuis 10 ans ou quoi. Comme je change de ville tous les 4 matins, j'ai pas eu l'occasion de me faire des réels amis avec lesquels je peux être très proche, raconter ma vie. Donc d'un point de vue amical, plus jeune, ça a été compliqué. Aujourd'hui, j'arrive mieux à le gérer. Aussi la vie perso, amoureuse, sentimentale, c'est aussi difficile de joindre les deux. Donc la famille, ça je l'ai dit. Là aussi, dans la discipline, je suis une étudiante, j'ai 20 ans, je fais mes études, je suis à la fac, mais il y a tous mes potes en sortant des cours, ils vont au bar, ils s'amusent. Non, moi j'ai entraînement et je préfère aller à l'entraînement que sortir. Le soir, ils sortent tard le soir. Non, moi je suis fatiguée, j'ai entraînement le lendemain, j'ai compète le week-end, donc je peux pas me permettre d'avoir un rythme de vie comme la plupart des étudiants aujourd'hui. Ils sortent, ils s'amusent. Moi, c'est pas mon cas. À l'époque, ça me dérangeait pas trop parce que c'était pas trop mon délire, donc c'était pas très grave.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'à 20 ans, j'aimerais pouvoir sortir avec mes copains au bar, m'amuser. Le temps me le permet pas, on va dire. Ouais. Et tu bois pas d'alcool du tout? Non. Et Ou alors très rarement, quoi. Ou c'est très occasionnel. Parce qu'il y a cette notion-là, tu penses que c'est tu veux pas avoir un jour sans le lendemain, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que t'as pas peur de regretter certains trucs? Alors oui, justement. C'est pour ça que je me force, c'est un grand mot. Mais j'essaye cette année de plus laisser de la place à ma vie perso, en dehors de ma vie de sportive. J'essaye de forcer, entre guillemets, enfin des gros guillemets, mais à plus sortir avec mes copains, à essayer de prendre du temps aussi pour moi, parce que je me suis oubliée pendant trop longtemps. Et des fois, il faut aussi se recentrer, se dire, ok, je suis une sportive de haut niveau, mais je suis aussi une humaine, je suis aussi une jeune, une étudiante. Donc ça, faut pas l'oublier non plus. Alexandra, c'est un secret, la résilience, de savoir prendre soin de soi? Alors, je pense que oui, pour être vraiment résilient, à un moment donné, il faut pouvoir aussi identifier ses manques, ses émotions et prendre les décisions pour si jamais il y a des choses qui sont pas en face. Tu disais, voilà, aujourd'hui à 20 ans, tu ressens un manque que tu ressentais pas avant. Et donc, oui, j'imagine que pour mieux gérer ça, il faut pouvoir mettre le curseur au bon endroit. Ouais. C'est une question de curseur, en fait, parce qu'en effet, tu pourras pas. Il y a certaines choses que tu pourras quand même pas faire parce que derrière, tu as l'entraînement, tu as la compétition et l'exigence que ça implique. Mais c'est comment placer les choses, en fait, la grande difficulté. Ouais, c'est ça. Et Virginie, j'imagine, toi, il y a des moments où tu as dû dire, non, moi, mon besoin aujourd'hui, c'est ça, ou genre, je faut que je m'arrête à ce niveau-là. Alors, quoi. j'apprends depuis le T'apprends à le faire. confinement à le faire, à me dire que j'ai la chance de ne pas avoir de vie humaine entre mes mains. Ouais. Que je fais le maximum avec les moyens que je peux avoir dans les différentes missions que j'occupe, et de me dire que si c'est pas terminé le soir à 18h, ça peut attendre demain, à moins qu'il y ait vraiment un gros crash en production, quoi. Mais le feu sur la prod. Mais voilà, en gros, c'est ça aussi. C'est je pense que c'est le confinement qui m'a fait réfléchir là-dessus, parce que j'avoue que je me suis retrouvée des fois à travailler jusqu'à 21h, à prendre quasiment pas de pause déjeuner, en étant en full télétravail. Aujourd'hui, voilà, j'essaie de moduler ça aussi, en effet, de prendre du temps pour moi, de me dire, voilà, aujourd'hui, je me prends 30 minutes tranquille pour respirer avant de faire autre chose, parce que j'ai une deuxième vie professionnelle aussi à assurer à côté. Et le week-end, pareil, de couper complètement et de me dire, on reverra ça lundi matin quand on reviendra, quoi. Et c'est parfois compliqué, ouais. Surtout que les applications métiers, en vrai, la nuit, personne n'utilise. Oui, c'est ça. T'en penses, Alexandra? Je suis d'accord. J'ai l'impression que tu voulais réagir. On t'a fait penser à quelque chose? Non, Virginie évoquait le fait de ne pas savoir couper, de se mettre en mode non-stop, etc. Et ça, oui, c'est quelque chose que moi aussi j'ai connu dans ma carrière et que j'ai à un moment donné arrêté de faire, parce que ça, voilà, à un moment donné, ça a une fin. Et c'est une course où la ligne d'arrivée, sur laquelle la ligne d'arrivée se déplace. Et moi, c'est le fait d'avoir eu des enfants, en fait, qui m'a fait changer ça, pour le coup. Alors, il y a aussi la contrainte logistique, mais je me dis, c'est tout, ce sera fait demain, et puis et ce sera aussi bien fait demain que si je le faisais maintenant, quoi. Ah, il y a de ça. Hein. Eux, ils se rappellent qu'on n'était pas là ce soir, quoi. C'est ça. Les collègues, ils se rappellent pas qu'on a bossé après 21h. Voilà. Ils n'étaient pas là. Et personne va nous remettre une médaille, contrairement à Juliette. Au cas de Juliette, voilà. Juliette, il y a une question pour toi dans le chat. Il y a quelqu'un qui demande comment, voilà, effectivement, tu as exprimé cette frustration, mais tu as aussi exprimé des objectifs qui sont très forts. Comment tu canalises ça et comment tu gères les passages vides, quand tu gères le fait d'avoir un coup de mou? Est-ce que tu as des coups de mou aussi, en fait? Alors oui, j'en ai beaucoup. Franchement, c'est assez récurrent, mais c'est pas une mauvaise chose, parce que justement, c'est ces coups de mou-là qui fait qu'on va entamer une remise en question, se poser des questions qu'on se serait pas forcément posées sans ces petits coups de mou-là. Donc le plus important, c'est juste pas se renfermer. Et j'ai souvent fait l'erreur de me renfermer sur moi-même, de pas en parler, de tout garder pour moi. Et justement, c'est pas une bonne chose, parce qu'on accumule. Et après, on devient un peu une boule de stress, d'énervement, et elle finit forcément par exploser tôt ou tard. Et c'est pas une bonne chose. Je parle en connaissance de cause. Aujourd'hui, ça va être plus dans la communication. Quand je sais qu'il y a un truc qui va pas, j'essaie d'en parler à des personnes qui me sont proches, essayer de comprendre, me remettre en question, et vraiment, ça crée un processus et un nouveau dynamisme. Et des fois, ça révèle des choses hyper intéressantes, que ce soit dans mon escrime, dans ma vie, dans plein de choses. Donc, ça peut être aussi, il faut voir le bon côté des choses, ça peut être une très bonne chose aussi d'avoir des coups de mou.
Virginie, personne fait des carrières où on est en emploi tous les jours de l'année. Ça serait magique. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le coup de mou que j'ai eu en janvier et février l'année dernière, où en effet, quand on se lève le matin et qu'on attend que le téléphone sonne, c'est frustrant d'une part. On se pose énormément de questions, de savoir si c'est notre CV qui plaît pas, et alors que les coups de téléphone se terminent tous de la même manière en disant vous avez un super CV, on vous rappelle. Et c'est là où l'aspect résilience, la confiance en soi rentre en jeu. Moi, je fais beaucoup de méditation et c'est ça qui m'a aidé à garder le cap. Les coups de téléphone, en effet, de l'équipe In-Situ pour me dire t'inquiète pas, t'es malheureusement pas la seule. Le domaine actuellement, enfin le marché est un peu compliqué. Et puis au final, j'ai eu la chance de re-signer pour démarrer dès mi-mars. Donc voilà, et puis aujourd'hui, je suis très contente de ce parcours-là, mais je sais que c'est du quotidien, c'est un fil rouge pour moi aujourd'hui. Même s'il y a des gens qui les fuient et qui imaginent qu'ils n'en auront jamais, on passe tous par quelques mois de chômage ou quelques mois sans emploi ou en intercontrat. Hein. C'est ça. Est-ce qu'Alexandra, les commerciaux aussi font l'intercontrat? Comment ça se passe? Alors, les commerciaux font jamais d'intercontrat. Non, ils font jamais d'intercontrat. Mais par contre, je voulais rebondir sur ce qu'ont dit Virginie et Juliette. Et Virginie, tu parlais d'accompagnement. Du coup, j'avais une question pour Juliette. Quel est le rôle des coachs, des entraîneurs, justement, pour aider à gérer ces coups de mou? Est-ce qu'ils t'aident? Comment ils t'aident? Est-ce que vous parliez justement de résilience? Est-ce que vous employez ces termes-là? Comment vous gérez ça? Alors nous, on parle pas de résilience à proprement parler. Les coachs, ils vont, ça va dépendre du relationnel qu'on a avec eux. Je pense qu'il y a aussi la partie humaine qui rentre en jeu. Je pense qu'il y a un côté affect où je vais plus m'entendre avec l'un qu'avec l'autre. Donc j'avais une facilité à parler avec l'un des deux coachs qui est au Pôle France qui est parti. Donc c'est vraiment le mauvais qui est parti, c'est pas grave. Mais je m'entends très bien avec les deux coachs que j'ai, donc je sais que je peux leur parler s'il y a vraiment un truc qui va pas. Après, c'est pas la première personne vers laquelle je me tournerai. On a la chance au CREPS d'avoir ce qu'on appelle une unité médicale où il y a beaucoup de personnes, que ce soit préparateur mental, psychologue, même l'infirmière qui est hyper ouverte. On s'entend très bien avec et c'est vraiment une personne, si tu veux t'asseoir 1 heure dans son bureau pour discuter, elle sera toujours là. Et c'est des gens qui connaissent aussi notre milieu, le monde du haut niveau, parce qu'ils travaillent là-dedans. Donc, c'est des personnes aussi hyper importantes dans l'accompagnement. Donc, c'est que les coachs, ce sera plus la partie comment je me sens, moi, dans mon sport, alors que les personnes autour, ce sera plus comment je me sens dans mon sport et à l'extérieur de ça. Les équipes médicales, en vrai, c'est un sujet parce que à l'armée, il y a toujours des médecins militaires ou des infirmiers. Dans les grandes boîtes, il y a des infirmières aussi. Hein. Est-ce que Virginie, toi, tu as déjà bossé dans une boîte où il y a une équipe médicale, une infirmière? Oui, mais j'ai jamais fait appel parce que je me suis appuyée sur mon réseau personnel. Comme je disais, ma maman qui est dans le métier, donc forcément, je m'appuie aussi sur son expérience, les commerciaux que je peux avoir rencontrés dans les différentes ESN que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une relation particulière avec In-Situ puisque voilà, c'est du donnant-donnant, quoi. Enfin, on sait que c'est une collaboration et c'est pas juste de l'information descendante. Donc, c'est vraiment une relation de confiance et qui, moi, me convient beaucoup mieux que les ESN aujourd'hui. Oui. En fait, moi, je trouve que c'est un peu la vanne qui revient tous les étés ici à Euratech quand les garçons ils jouent au foot dehors. Il y en a forcément un qui prend un mauvais tacle et puis il dit je vais voir l'infirmière chez Capgemini, quoi. Et ouais, mais moi je bosse en start-up, il n'y a pas l'infirmière de Capgemini, quoi. Je sais pas, non, juste on va au médecin en fait, hein, on est des gens normaux. Donc du coup, c'est chouette d'avoir cet entourage-là. Quand on est freelance, comment on se construit cet entourage-là? Toi, tu fais appel à l'équipe d'In-Situ, mais j'imagine que tu as aussi un entourage personnel, quoi. J'ai ma maman, j'ai plein de collègues avec qui je m'entends bien, avec qui j'essaye de partager des expériences pour savoir si ils auraient réagi de la même manière, ou mes managers, tout simplement. T'as des pairs, des autres professionnels que tu considères comme des mentors? J'ai quelques managers que j'ai eu dans mon parcours qui sont mes références aujourd'hui, qui sont un peu mes modèles en termes de management, si je peux dire. C'est eux que je cite quasiment à chaque entretien. Quand on me demande des références, je sais qu'ils peuvent les appeler et que voilà, on partage la situation. Ouais. Alexandra, toi, tu as eu un coach aussi? Tu as eu un ou plusieurs coachs? Alors, j'ai été coachée, oui, une fois dans ma carrière, lorsque je suis passée directrice d'agence dans ma structure précédente, enfin encore avant. C'est moi qui demandais à être coachée pour faire ce pas, parce que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur et que j'en ressentais le besoin. Et ça a été absolument génial, hyper révélateur. Pratiques-tu la méditation ou pas? Pas du tout. Alors, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, je vous jure, mais je déteste ça. Je n'arrive pas à lâcher prise.
à lâcher prise, pas du tout. La méditation, moi, c'est la voix. Tu sais, J'ai téléchargé Petit Bambou et tout. Hein. Ah ouais, J'étais vraiment... en fait, du coup, la voix de Petit Bambou, moi, je la trouve quand même particulièrement énervante. Moi, je sais plus. C'est franchement la personne qui est particulièrement énervante. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dépassé le cap. En fait, ça fait partie de l'exercice d'arriver à maîtriser le fait que la voix t'énerve. c'est vraiment le truc le plus dur. En fait, c'est une émotion comme les autres. Et après, il y a d'autres émotions derrière là. Mais c'est vrai que celle-là, elle masque toutes les autres. Ça vaut le coup au début de changer d'application juste pour avoir une voix qui te saoule moins. C'est comme tout. Hein. Je pense qu'il faut trouver les bons outils. Comme je dis toujours, la méditation, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Dans le sport, c'est pareil. Si on n'a pas la bonne épée dans les mains, ça ne peut pas marcher non plus. Donc voilà, en fait, je pense que c'est ça, c'est trouver les bons outils et ça correspond à chacun avec son vécu et avec ses envies. Quoi. Moi, j'utilise le sport pour le coup, pour me défouler et pour me vider le. Oui, clairement. Donc tu fais de la course à pied ? Je fais entre autres de la course à pied, oui, mais je suis pas bonne du tout. Mais c'est pas grave, je fais quand même de la course à pied. Tu vas boxer ? Je vais quoi ? Je te vois, j'essaie de savoir quel sport tu fais. Est-ce que tu boxes ? Mais je vais bientôt boxer. Comment tu sais ça, toi ? Je sais pas, je te voyais boxer. Ouais. À partir de la semaine prochaine, je vais boxer, oui. Écoute, c'est parce que la façon dont tu l'as dit, ça m'a fait penser à une dirigeante qui vend à une société qui vend des yaourts végétaux. Alors, j'aime bien cette dirigeante-là. Je pense qu'elle s'appelle Stéphanie de mémoire. Et la dernière fois, je l'ai vue, elle a dit je suis en forme, là, je me sens bien, c'est parce qu'hier, j'ai fait de la boxe. Donc, je te voyais bien en mode girl boss, boxer. Écoute, je te dirai ça la semaine prochaine. Ce sera une grande première, en tout cas. Donc, Ok. En vrai, j'ai fait le tour un peu de mes questions. Est-ce qu'il y a une question, Alexandra, que tu aurais voulu poser ou que tu voulais poser toi ? Non, moi, ce que je retiens en tout cas de tout ça, c'est aussi l'aspect discipline. Beaucoup. Ça, c'est très important, je pense, pour pouvoir avancer, pour faire preuve de résilience et se raccrocher finalement à la rigueur, la discipline quand ça va pas, pour pouvoir passer le step et aller de l'avant. Voilà, si je devais retenir une chose, ce serait ça. La rigueur, la discipline. Juliette, quelle question a été la plus bizarre qu'on t'ait posée, tu vois, ou quelle question tu t'y attendais pas, tu te dis c'est intéressant finalement ce qu'on avait dit. Je trouve que les questions étaient assez, toutes hyper intéressantes et ça restait dans un peu la thématique de ce pourquoi on est là aujourd'hui. Si je devais en garder une là de mémoire, j'en ai pas une qui me vient, mais qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui t'a étonné? C'est plus dans la partie dans les métiers de moi que je connais pas forcément vu que je suis pas du tout là-dedans, dans le commerce, la vente, etc. C'est vrai que je pensais pas qu'il y aurait autant de points communs entre le sport et ces métiers-là, et finalement c'est vachement similaire du coup dans le fonctionnement, dans le raisonnement, etc. Donc je pense qu'on peut puiser les uns les autres sur les expériences, ce genre de choses. Ah oui, alors si tu vas pouvoir réutiliser tout ce que tu apprends aujourd'hui dans ta vie professionnelle, oui. Ça c'est sûr. Hein, oui. Virginie, c'était cool ? Oui, nickel. Moi, ce que j'aimerais pouvoir passer comme message par rapport à la résilience, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu parlais de rigueur, mais c'est aussi accepter de ne pas rester tout seul, s'entourer, que ce soit à titre personnel ou professionnel, parce que je pense que c'est ça aussi la clé, c'est avoir confiance en soi, mais c'est aussi savoir s'entourer des personnes de confiance pour justement faire face aux difficultés qu'on pourrait rencontrer, que ce soit dans le fait de chercher une mission ou dans le fait d'être dans sa mission. Et c'est pour ça que je remercie encore une énième fois les apporteurs d'affaires côté In-Situ, parce qu'aujourd'hui, ce sont des appuis solides que je sais que je peux appeler à n'importe quel jour en leur confiant les difficultés et qu'on essaie de trouver des solutions ensemble et que je reste pas toute seule avec mes questions, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que je peux passer d'ailleurs un petit message ? Vas-y, je voulais passer un message à toute l'équipe commerciale et talent recruteur de In-Situ pour leur dire que merci pour leur résilience au quotidien, parce qu'on en a eu grandement besoin ces derniers mois. On en aura encore énormément besoin dans les mois qui viennent. Et je voulais vraiment les remercier et les féliciter pour ça. Bravo à vous. Voilà. Bon, c'était cool, merci beaucoup. Alors, les gens dans le chat ont été très calmes aujourd'hui, mais je pense qu'en vrai, c'est juste le chat qui était cassé encore une fois. Il n'y a pas de souci. La prochaine fois, ça fonctionnera. On va envoyer des messages à LinkedIn. On va faire un sitting au siège social. On prend les avions ? Ça marche. On va faire un sitting. Qu'est-ce que j'allais dire ? Pour les Lillois, mardi prochain, le meet-up au wagon, c'est juste à côté d'ici, ça va être cool. Pour les non-Lillois, il faut absolument vous abonner à la page In-Situ sur LinkedIn pour avoir les prochains lives. On en fait tous les mois en ce moment, sauf l'été, mais ça tombe bien, c'est pas l'été. Donc abonnez-vous. Pas encore. C'est pas l'été, non. Mais est-ce que vous avez mangé dehors cette semaine ? Non. Moi, j'ai mangé dehors. Pas encore. Ah, ouais. On va, c'est bientôt le fin. Normalement, c'est le printemps, c'est bientôt le vrai printemps, je pense.
Ça va être bientôt le top On n'a 14. jamais été aussi près, oui. Jamais été aussi près de Espérons. temps. Normalement, il y a toujours une rechute. Mais bon, bref. Du coup, qu'est-ce que je disais? Abonnez-vous à la page LinkedIn, ça va être chouette. Est-ce que c'est cool? C'est cool. Merci beaucoup. On lance l'outro.